Et salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode qui est une petite série de 2 épisodes dans lequel je vais te parler du décalage horaire, comment gérer quand on voyage, donc que ce soit pour des compétitions ou même juste voyager, comment est-ce qu'on peut gérer le décalage horaire, la perturbation au niveau de notre corps et notamment ce qui peut impacter plein de choses, je vais en reparler après, mais notamment les performances sportives, comment gérer tout ça avec l'alimentation, le sommeil, l'entraînement. Je vais un peu parler de tout ça, notamment la partie nutrition, mais il n'y aura pas que la partie nutrition dans ces épisodes-là, parce que c'est un peu plus global ce qu'il faut faire. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Et du coup, ça va être divisé en 2 épisodes. Le premier épisode, donc celui d'aujourd'hui, on va vraiment parler de comment gérer ça avant le voyage, mais également pendant le voyage. Donc quand je dis pendant le voyage, c'est vraiment pendant en fait le transport qui va nous mener à notre destination. Et ensuite, dans le deuxième épisode, je parlerai vraiment de comment gérer ça quand on sera à la destination. Donc durant notre périple dans la destination, comment gérer cette question de décalage horaire, etc. avec l'alimentation notamment. Un petit peu avant de démarrer concrètement, je vais un peu parler de la théorie quand même, parce que c'est bien de parler du décalage horaire, mais qu'est-ce que c'est que le décalage horaire? Je vais faire un peu des rappels. Déjà, le décalage horaire est très très lié avec ce qu'on appelle le cycle circadien. Je pense que tu as déjà entendu le terme. Le cycle circadien, en fait, c'est un peu notre horloge interne. On a tous une horloge à peu près de 24 heures, c'est un peu plus en théorie. Mais dans notre corps, une horloge interne qui notamment est très liée avec la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et donc, cette horloge interne, en fait, c'est un peu elle qui nous guide entre les phases de sommeil, les phases d'éveil, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on préfère s'entraîner, etc. Je reparlerai un peu de la notion de chronotype, mais il y a un peu de lien avec ça, enfin même beaucoup de liens. Mais voilà, ça c'est le cycle circadien. Le cycle circadien, il est géré au niveau du cerveau, l'hypothalamus, et en fait l'hypothalamus est en connexion avec plein d'autres choses, notamment la production de mélatonine, mais plein d'autres choses, qui fait que ce soit des facteurs externes ou internes, ça va impacter ce cycle circadien. Et du coup, il y a des facteurs externes, comme notamment le fait de voyager, qui peuvent impacter ce cycle circadien et le perturber. Et notamment ici, c'est le décalage horaire. Donc quand on va dans un pays où c'est pas la même heure, je vais en reparler après, la distance du voyage, la durée du voyage, ça impacte comment en fait ton cycle circadien va réagir. Et du coup, ça peut amener un peu le phénomène, ce qu'on appelle le jet lag. Autrement dit, c'est l'impact du décalage horaire en anglais. Principalement, on va s'intéresser ici au décalage horaire en tant que tel. C'est-à-dire que quand je dis décalage horaire, c'est en France, il est telle heure, à Miami, il est telle heure, et en Chine, il est telle heure. C'est-à-dire qu'il est pas la même heure. Imaginons en France, j'en sais rien moi, il est 13 heures. En Chine, je sais pas exactement. Alors, je tiens à prévenir, je ne connais pas par cœur les heures de décalage horaire en Chine et dans les différents États des États-Unis. Donc, je vais dire des heures à peu près. Mais imaginons, là, il est 13 heures en France. En Chine, il est, j'en sais rien moi, 18 heures. Et à Miami, là, il est 13 heures, on va dire, il est 8 heures. Bon, je pense qu'il est un peu moins. Mais imaginons, on a ça. Et bien, en fait, ça veut dire que si tu voyages de la France à Miami, quand tu vas arriver, il va être beaucoup plus tôt. Imaginons, j'en sais rien, moi, tu voyages, tu mets 9 heures d'avion à aller à Miami. Bon, c'est peut-être pas correct. Je suis désolé s'il y a des personnes qui travaillent beaucoup ou qui voyagent beaucoup, des personnes qui travaillent dans les avions. Je ne connais pas par cœur la destination, mais c'est juste vraiment pour l'exemple. Imaginons, tu prends l'avion à 13 heures pour aller à Miami. Bah, du coup, t'arrives. Pour ton cycle circadien, en fait, tu vas arriver à 22 heures parce que c'est l'heure française. Mais sauf qu'en fait, vu que maintenant t'es à Miami, bah, il est pas à 22 heures. Là, il est peut-être que 15 heures, en fait. Et sauf que ton corps, lui, va continuer à se comporter comme s'il était 22 heures alors qu'il est 15 heures. Donc, il va t'envoyer des signaux en mode est-ce qu'on peut aller dormir, etc. Alors que pourtant, de manière culturelle, là-bas, il est 15 heures. Et donc, c'est l'heure d'aller prendre le goûter. C'est l'heure, je sais pas, de rentrer du travail, de sortir avec des potes si c'est le week-end. Bref, ton corps est totalement dérégulé. Et par exemple, si tu vas aller t'entraîner comme beaucoup de gens à 18 heures, eh bien, pour ton corps, en fait, quand il sera 18 heures, pour lui, il sera 1 heure du matin. Donc, il est hors de question que tu ailles t'entraîner à 1 heure du matin, ton corps sera crevé. Donc forcément, tu n'auras pas les bonnes performances à 1 heure pourtant à Miami où il est normal d'aller s'entraîner. Et en fait, c'est là où toute cette dissonance va faire que tu peux avoir des gros impacts, que ce soit principalement sur ta fatigue, sur ton sommeil, parce que c'est-à-dire que quand ton corps va vouloir dormir, bah peut-être que c'est pas du tout le moment adapté pour dormir et donc soit tu vas lutter contre le sommeil ou soit si par exemple tu fais le cas inverse mais tu vas plutôt vers l'est, et bien au moment où tu veux dormir, toi t'es pas du tout fatigué parce que par exemple en Chine, j'en sais rien moi, t'arrives en Chine, il est l'heure d'aller se coucher, il est 23 heures sauf qu'en France, bah il est 18 heures donc forcément t'as pas envie d'être couché à 18 heures. Du coup, ça fait que tu vas être perturbé. Et en fait, cette perturbation, elle va durer plusieurs jours parce que plus tu vas dans un pays où il y a une heure qui est très différente du pays d'où tu pars et plus ça va être long à s'adapter.
Et en moyenne, les études ont remarqué que c'est encore plus compliqué de s'adapter aux pays de l'Est, donc tout ce qui est Asie, vs les pays des États-Unis, donc tout ce qui est pays de l'Ouest. Parce qu'en moyenne, chez les personnes, ça dépend des chronotypes, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que si tu es un chronotype très très matinal, bah peut-être que pour toi, aller à l'Est, ça sera plus facile qu'aller à l'Ouest. Parce que aller à l'Est, ça veut dire que tu vas forcément te coucher plus tôt, parce que même s'il est que 18h en France, bah il sera 23h en Chine, du coup tu iras dormir. Et du coup, toi, vu que tu es très très matinal, tu te couches de base très très tôt, donc tu auras moins ce décalage-là, on va dire, de base ton chronotype, enfin de par ton chronotype. Et les États-Unis, c'est plutôt quand tu es tardif, enfin bref. Mais en tout cas, de manière globale, pour la généralité de la population, quand tu vas dans des pays de l'Est, donc plutôt Asie, tu mets environ, pour chaque heure de décalage, tu mets environ un jour à t'adapter. Et c'est énorme. Parce que si on reprend l'exemple de la Chine, même si c'est pas 5 heures, mais dans mon exemple c'est 5 heures, ça veut dire que tu vas mettre 5 jours pour que ton corps s'adapte au nouveau rythme. Et en fait, c'est énorme, parce que ça veut dire que, imaginons que tu vas juste pour une compétition pendant une semaine, et une semaine c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, parce que dans des cas c'est encore plus compliqué. Bah, ça veut dire en fait que pendant les 3/4 du temps où tu es en Chine, ton corps ne va pas être adapté, et donc ça veut dire que tu vas avoir un sommeil qui va être moins qualitatif en théorie. Non, tu vas pas être à fond, parce que si tu t'entraînes, j'en sais rien moi, tu t'entraînes de base très tôt le matin, bah en fait pour ton heure française où ton corps est encore habitué, il va être en pleine nuit, donc tu n'auras pas du tout d'énergie. Tu seras plus fatigué, tu auras tendance à être un peu énervé, du coup ça va impacter ta concentration durant tes entraînements, etc. Bref, ça sera un peu la cata. Et ça va durer 5 jours sur 7, dans le cas où tu pars pour une semaine. Par contre, les États-Unis ou les pays de l'Ouest, là c'est plutôt 1 heure par demi-journée. Donc par exemple, si on a 7 heures de décalage à Miami, et bien là tu vas mettre 3 jours et demi à t'adapter à ce décalage-là. Alors que pourtant c'est plus de décalage que la Chine, mais sauf que tu vas t'adapter plus rapidement, parce que tu t'adaptes 2 fois plus vite environ. Donc voilà, ça c'est un peu pour la théorie. Et au niveau des conséquences, comme je te l'ai dit, en fait c'est surtout lié au sommeil. Forcément ton sommeil sera très perturbé, ça sera pas du tout adapté. Du coup ça va impacter aussi tes entraînements, parce que forcément 1 heure où tu vas aller t'entraîner à destination, bah peut-être que c'est 1 heure où tu irais jamais t'entraîner de base chez toi. Donc ton corps va pas comprendre et tu vas pas avoir l'énergie qu'il faut. Il y aura aussi un peu l'alimentation, tu n'auras pas faim au même moment, tu auras faim en pleine nuit peut-être, alors que c'est pas normal. Bref, tout ça va impacter du coup tes performances et peut aussi impacter ta santé à très long terme. Et là, on va plutôt parler des performances dans cet épisode. Et du coup, bah avec tout ça, au final, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse? Parce que je tiens à le prévenir directement, d'autant plus si tu voyages assez loin et qu'il y a un gros décalage, tu pourras pas empêcher totalement le phénomène de décalage horaire. Même si je vais ici te donner des pistes, tu pourras pas échapper les 1 ou 2 jours où tu seras un petit peu décalé, mais l'idée c'est pas que ça dure 5 jours complets. Donc c'est pour ça que je vais donner quand même des pistes. Et dans ce premier épisode plutôt, on va parler déjà un petit peu de la prévention. C'est-à-dire que dans l'épisode numéro 2, je te parlerai vraiment quand tu seras à destination, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça parte le plus rapidement possible, ce décalage-là. Mais là, dans cet épisode, on va vraiment parler un peu de la prévention, c'est-à-dire préparer le terrain pour que par la suite, si tu appliques les méthodes, les choses que je t'explique dans l'épisode 2, ça part beaucoup plus rapidement. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avant le voyage? Parce qu'il y a quelques petites choses à faire. Déjà, la première chose, c'est de planifier ton voyage. Et quand j'ai planifié ton voyage, c'est planifier, si possible, tes entraînements. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ça dépend si tu as des compétitions directement. Ça dépend si tu as quelques jours pour t'entraîner. Ça dépend si tu as possibilité de choisir un peu tes heures d'entraînement. Ça dépend de plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as possibilité de choisir tes heures d'entraînement, fais-le intelligemment. C'est-à-dire que si tu vas aux États-Unis et du coup, bah au final, il est beaucoup plus tôt là-bas que ce qu'il est en France actuellement. Bah si tu veux t'entraîner comme d'habitude le soir, peut-être que c'est une mauvaise idée parce que quand il sera 18h à Miami, bah il sera 2h, 3h du matin en France. Et je pense que même si d'habitude tu t'entraînes très bien à 18h en France, bah ça veut dire que si le premier, le deuxième jour quand tu es à Miami, tu veux t'entraîner à 18h là-bas, bah ton corps pour lui il sera 2-3 heures du matin. Donc entre guillemets, tu n'auras aucune énergie. Donc du coup, il faut absolument que tu planifies tes entraînements selon un moment de la journée en prenant en compte le décalage horaire où tu as un maximum d'énergie. Par exemple, si ton pic d'énergie est à 18h, eh bien, ça veut dire qu'à Miami, tu vas plutôt t'entraîner le midi si possible. Comme ça, à 11h, midi, il va être quoi, 18h, 19h en France, et ton corps sera encore habitué à cette heure française, et du coup, là, il aura de l'énergie. Mais voilà, ça déjà, c'est le premier point. C'est au niveau de l'entraînement, il faut essayer de mettre ça aux horaires où tu es le plus susceptible d'avoir de l'énergie par rapport à l'heure locale, enfin à l'heure du pays d'où tu viens. Évidemment, ton corps petit à petit va s'adapter à l'heure locale, donc il faudra un peu décaler, c'est-à-dire que si tu t'entraînes le midi à Miami, bah progressivement au fur et à mesure des journées, donc le deuxième jour tu t'entraînes plutôt à 14h, après tu t'entraînes à 16h,
Je sais que ça demande beaucoup de préparation, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de préparer le terrain avant de partir en voyage et d'avoir un peu une idée de quand est-ce que tu vas t'entraîner, quand est-ce que tu vas manger, où est-ce que tu vas t'entraîner. Enfin bref, faut un peu tout planifier pour éviter que tu fasses tout au dernier moment et qu'au final, tu finisses à la salle de sport à 18h et tu es exténué, t'as vraiment pas du tout d'énergie et que ça soit pas du tout productif, surtout si tu as une compétition peu de temps après, ça ne te mettra pas du tout en confiance pour la compétition. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau du sommeil. Le sommeil, c'est un gros facteur puisque dans tous les cas, il faut que tu te dises, peu importe où tu vas, si tu as un gros décalage horaire, au minimum 3 heures de décalage horaire, ton sommeil va forcément être un peu perturbé la première nuit, voire la deuxième nuit. Et du coup, forcément, tu vas avoir un peu d'impact sur tes performances, même si on connaît qu'il y a des techniques, il y a prendre de la caféine, ça peut un peu aider quand tu manques de sommeil, etc. Mais l'idée, c'est que, en fait, avant que tu partes en vacances, au moment, enfin, le jour où tu prends l'avion, c'est que tu sois déjà pas en dette de sommeil, que tu commences pas à partir dans l'avion et que tu sois déjà crevé. C'est pas une bonne idée et du coup, une méthode qu'on peut appliquer, qui est un peu recherchée par la science, on sait pas encore si c'est ultra efficace, mais on sait que ça peut avoir des avantages pour beaucoup d'athlètes. C'est ce qu'on appelle de faire du sleeping bank. En gros, ça veut dire que tu vas volontairement, les jours avant de voyager, dormir plus que ce que tu dors d'habitude, mais un peu te forcer à dormir plus pour qu'en quelque sorte, tes heures additionnelles que tu as dormi et que ton corps n'avait en quelque sorte pas besoin durant ces jours-là, ces heures vont être utilisées durant les premiers jours de voyage où justement ton corps va plutôt avoir tendance à avoir un mauvais sommeil et à manquer de sommeil. Et du coup, ça va un peu compenser. Alors, je dis pas que c'est une méthode qui va tout résoudre, mais c'est une méthode qui peut aider. Et notamment qui peut aider à mieux subir, on va dire, la journée de transport, que je vais parler après, parce que souvent, c'est une journée qui fatigue beaucoup et qui peut impacter par la suite à destination ta récupération. Et le fait d'avoir beaucoup de sommeil en réserve, en quelque sorte, ça peut aussi te faire mieux vivre cette journée de transport et donc, par la suite, te faire mieux vivre à destination ton énergie, ton sommeil, etc. Donc voilà. Sinon, troisième point, eh bien, c'est d'avoir un plan au niveau de la nutrition et de l'hydratation. Ça, j'en reparlerai après, mais aussi bien avant de voyager, mais aussi pendant le voyage, c'est d'avoir les choses claires. C'est-à-dire à la fois de bien t'organiser à destination, en mode tu sais où tu t'entraînes, l'hôtel, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est important quand même pour éviter que tu sois trop stressé, parce qu'il faut prendre aussi en compte que le stress, l'anxiété, des choses comme ça va aussi impacter ta fatigue. Donc l'idée, c'est d'être, on va dire, le plus cool possible et de faire le maximum de choses en avance pour éviter du stress qui aurait pu être évité. Mais au niveau de l'hydratation et de la nutrition, c'est important pour que justement, vu que en dehors du sommeil, c'est vraiment l'hydratation et la nutrition qui t'apportent l'énergie pour que tu puisses être entre de bonnes mains, on va dire, niveau récupération. Donc ça, c'était avant le voyage. Maintenant, on va parler durant le voyage, parce que durant le voyage, il y a aussi des choses à faire. Et durant le voyage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont montré que dans l'avion, on est dans un environnement qui est très qui nous amène très facilement à être déshydraté. Parce qu'en fait, durant l'avion, vu qu'on est à très haute altitude, donc on est à 10 000 mètres de haut parfois, en fait, forcément, pour que à l'intérieur de l'avion, ce soit vivable, parce qu'il y a très peu d'oxygène forcément, bah la pression n'est pas la même. Donc tout ce qui est pression avec l'oxygène, pression partielle, des choses comme ça, et aussi l'humidité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que dans les cabines d'avion, il y a une pression qui est très différente de celle qu'on a l'habitude, et il y a aussi une humidité qui est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on est sur 10 à 20% d'humidité maximum. Et en fait, ces facteurs-là, les facteurs de la cabine, font qu'on va plus facilement se déshydrater. Notre corps va plus facilement excréter de l'eau, se déshydrater, parce qu'il y a moins, on va dire, il y a moins de molécules d'eau dans l'air, tout simplement, dans la cabine. Et du coup, ça va impacter notamment ton hydratation. Et comme je te l'ai dit avant, ton hydratation, c'est un facteur important pour la fatigue, te sentir bien, etc. Et donc, il est déjà super important, premier point, durant le voyage, de bien t'hydrater. Que tu prennes aussi le train, la voiture, peu importe, mais d'autant plus l'avion, il faut que tu t'hydrates correctement. Et dans l'avion, au minimum, boire 100-300 ml d'eau par heure, grand minimum. Je sais qu'avec l'histoire de la douane, les trucs comme ça, c'est chiant. Souvent, il faut vider la gourde, enfin tout le temps même. Et il y a des personnes qui ont la flemme de reprendre de l'eau après. C'est une grosse erreur parce que il faut absolument que tu achètes de l'eau, que tu aies de l'eau sur toi durant le vol, même s'il y a des compagnies qui proposent des verres d'eau, etc. Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est pas suffisant. Il faut que tu aies ta propre eau pour vraiment que tu bois dès que tu en as envie et que tu t'hydrates correctement. L'idée, c'est pas de trop boire non plus pour trop boire, mais c'est juste d'avoir, on va dire, une certaine régularité dans ton apport en eau, puisque ça peut facilement te déshydrater un peu cet environnement de l'avion et autres. Donc ça, c'est le premier point.
Deuxième point, c'est au niveau des naps, des siestes, pardon. Au niveau des siestes, parce que si tu es fatigué pendant ton transport, l'idée c'est pas juste que tu luttes contre la fatigue parce que soi-disant c'est pas l'heure de dormir. Si tu veux faire des siestes, je dirais que c'est le bon moment pour le faire parce que ça t'évitera d'être trop en dette de sommeil dès que tu arriveras à destination. Alors, il y a un petit peu des possibilités, c'est-à-dire que imaginons dans ton emploi du temps, dès que tu vas arriver à destination, ça va être l'heure de dormir. Peut-être que faire des siestes, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que le fait que tu ailles directement dormir quand tu arrives à destination, que tu sois crevé, ça va peut-être t'aider justement à réguler ton cycle circadien parce que tu vas t'endormir rapidement la première nuit. Mais dans le cas où, imaginons, tu arrives en pleine matinée, peut-être que c'est pas du tout intéressant de te forcer à pas dormir et là, peut-être qu'il faut faire des siestes parce que sinon, tu vas être crevé en pleine journée quand tu vas arriver à destination et le fait de faire des siestes, ça va peut-être t'aider à plus durer et donc à être, on va dire, fatigué à l'heure de la destination où tu es arrivé, où il faut vraiment aller se coucher pour le coup. Donc, les siestes, ça dépend un peu du contexte, mais moi, ce que je conseille généralement, c'est d'aller faire des siestes si tu as besoin de dormir. N'hésite pas à faire des siestes dans l'avion, durant les transports, etc. Ensuite, c'est concernant l'alimentation. Concernant l'alimentation, il faut absolument que tu aies des snacks avec toi. Des graines, des barres, des céréales, vraiment des aliments qui sont faciles à manger, des aliments qui sont plutôt denses énergétiquement. Parce que même si dans les avions, il y a des repas qui sont fournis, si tu es un athlète selon le type de sport que tu fais, qui a des très très hauts besoins énergétiques, c'est sûr que ça va pas suffire. Et du coup, là, pour éviter d'être en déficit énergétique et de créer une fatigue, il faut vraiment que tu amènes tes propres snacks dans l'avion et que tu puisses manger à ta faim ces snacks-là. Et au niveau de l'alimentation, ce qui est important, c'est plutôt de répartir régulièrement des aliments. Donc plutôt de manger plein de petits repas durant la journée de transport plutôt que de manger des gros repas. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est le plus gros problème avec la journée de transport, c'est que ça va beaucoup impacter ton système digestif puisque tu vas très peu bouger. Au niveau de l'hydratation, ça va peut-être être perturbé, notamment avec l'environnement de l'avion, etc. Comme je t'ai expliqué, ça peut avoir un impact. Et en fait, tous ces facteurs-là vont faire que tu as des chances d'être constipé. Et du coup, le fait de manger des gros repas d'un coup, ça va davantage créer du stress sur ton système digestif. Et du coup, tu peux moins bien absorber les nutriments et plus vite avoir des coups de barre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de diviser en plusieurs petits repas durant la journée de transport. Comme ça, tu vas limiter ça. Et d'ailleurs, les études ont montré que souvent manger des petits repas, c'était plus intéressant dans cette situation de voyage que de manger des gros repas très peu de fois. Au niveau du mouvement, vu que j'en ai parlé un petit peu, l'idée, c'est pendant la journée de transport, c'est de bouger comme tu peux. Évidemment, dans l'avion, tu vas pas te lever pour te lever, il faut rester assis. Mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, tu es à l'aéroport et que tu dois attendre, au lieu de rester tout le temps assis alors que tu vas déjà être assis de ouf, n'hésite pas à aller un peu te promener dans l'aéroport. Ce que je veux dire, en fait, l'idée, c'est pas de faire des mouvements bizarres. L'idée, c'est juste un peu de marcher pour justement déjà un peu activer ton système digestif et éviter qu'il soit trop perturbé par cette journée-là. Parce qu'après, ça peut t'amener vraiment à une digestion, enfin à une constipation par la suite. Et même dans les transports, essayer de bouger comme tu peux, hein. Que ce soit même juste si t'es assis, essayer de bouger un peu les pieds, etc. Juste de pas être immobile pendant des heures, ça t'aidera probablement au niveau de la digestion, donc à ne pas négliger. Et dernier point aussi, ce que je voulais amener, c'est au niveau de l'hydratation, au niveau du café. Parce que souvent, il y a le débat, oui, le café, ça déshydrate. Moi, ce que je conseille, c'est si par exemple, dans l'avion, tu peux prendre un café, on t'en propose un, prends un café. En fait, le café a été montré comme ayant un effet diurétique qu'à partir de 4 mg par kilo, ce qui est énorme parce que si tu fais 70 kg, c'est au minimum 210 mg de caféine. Et en fait, il n'y a jamais 200 mg de caféine dans un seul café. Donc l'idée, c'est pas de boire 4 cafés en très peu de temps. Mais si tu veux boire un café, tu peux en prendre un parce que dans ce cas-ci, ça va pas avoir d'effet diurétique et ça va t'hydrater parce que ça a quand même de l'eau, le café. C'est quand même beaucoup composé d'eau. Et évidemment, à côté, l'idée, c'est de boire du thé, de l'eau, enfin, bois ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est ne te restreins pas parce que c'est du café, je peux pas en boire, donc je bois pas. Il faut mieux boire du café dans ce cas-ci plutôt que de ne rien boire du tout. Donc ça, c'était aussi le point que je voulais apporter. Au niveau des erreurs à ne pas faire, c'est le grignotage d'ennui. Souvent, les journées de transport, ça peut être très ennuyant. Une erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de trop manger. Grignotage un peu compulsif parce que déjà, ça peut faire des gros repas, on va dire, et ça peut perturber ta digestion. Et en plus de ça, ça peut, si notamment tu as un objectif de poids, j'en sais rien, tu fais du sport de combat, t'arrives et tu as une compétition, un objectif de poids, manger inutilement, on va dire, dans les transports, ça peut aussi impacter ta stratégie globale. Donc, juste un rappel par rapport à ça, ça peut facilement arriver. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour durant le voyage. Mais en tout cas, avec toutes ces étapes-là, en fait, l'idée, c'est vraiment que tu crées, on va dire, un matelas qui va te permettre par la suite d'être assez confortable à destination, dans le sens où tu vas déjà avoir un peu les prérequis pour que ton corps puisse s'habituer rapidement à ce décalage horaire. Et c'est là où tu vas avoir énormément de bénéfices. Je parlerai évidemment dans l'épisode numéro 2 de la suite, c'est-à-dire de quand tu es à destination, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement gérer ce décalage horaire, qu'est-ce qu'il y a des
astuces qui peuvent aider justement à mieux se réhabituer. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui existent quand même, mais que la littérature est assez nouvelle là-dessus. Donc, j'espère en tout cas déjà que ce premier épisode t'aura plu, qu'il t'aura appris des choses. En tout cas, le deuxième épisode est vraiment super important aussi. Si tu fais juste ce premier épisode-là, mais qu'à destination, tu fais n'importe quoi, je dirais pas que ce que tu auras fait durant cet épisode-là, enfin, toutes les étapes qu'on a parlé dans cet épisode auraient été inutiles, mais ça va diminuer énormément leur efficacité. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note sur le podcast, ça me fait très plaisir et ça soutient beaucoup le travail que je fais. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!